comment vous réagissez? J'imagine que tout ce temps que vous êtes, vous avez des témoignages à apporter sur justement l'utilité, mais ce qui sera plus intéressant, c'est de vous faire réagir justement aux questions prospectives qui ont été dégagées. Est-ce qu'elles font sens pour vous? Est-ce que elles font résonance? Marc Lévy. Merci. Moi, je retiens 3 points pour faire le lien avec d'autres choses. Premièrement, faire le lien avec cette question de Nord-Sud. On a entendu un certain nombre d'expressions sur le fait qu'on avait affaire à un Sud imaginaire, qu'on partait avec un souci de transfert de technicité, donc on est bien dans une logique d'aide, là, quand même. En tout cas, ça y ressemble. On a une approche misérabiliste qu'on remet en question. Les gens, on s'aperçoit que les gens n'ont rien demandé. Donc, ça fait un peu écho à ce que j'essaie de dire sur le partenariat. Donc, il y a bien dans tout ça, au fond, à la fois une certaine idée de la relation Nord-Sud qui continue d'être transmise, mais qui en fait est remise en question dans la réalité. Donc là, il y a matière, je pense, à réactualiser ce qui fait le fondement de cette relation de volontariat. Donc premier point, parallèle avec une interrogation sur remise en question de l'aide et de l'opposition Nord-Sud. Deuxième point, lié donc à ce que l'on pourrait mettre au contraire en substitution, la notion d'interdépendance. C'est-à-dire que quand j'entends être utile, m'être utile, j'y vois parfaitement l'illustration possible de, si on le développait, parce que ça ne suffit pas, je pense, de le dire comme ça, mais ça renvoie parfaitement à ce qui pourrait être mis en avant comme une notion reconnue, revendiquée d'interdépendance. C'est-à-dire on ne va pas donc aider, et on y va en affirmant que cela peut m'être utile. Et cela peut être tout à fait, je pense, accueilli de façon applaudie. Donc si on combinait ce double objectif d'être utile et de m'être utile, je pense qu'il y a là une illustration de cette notion d'interdépendance qui pourrait très justement remplacer, en termes d'utilité sociale et de reconsidération de la solidarité, remplacer toute cette logique d'aide. Et puis troisièmement, de façon un peu plus différente, j'ai entendu des choses sur le lien entre individuel et collectif. Et Jean-Pierre vient de le rappeler comme une de ses propositions prospectives. C'est-à-dire qu'on entend très fortement que les relations humaines l'emportent sur toute autre considération. Donc la dimension interpersonnelle est absolument considérable. Donc il s'agit bien d'un processus qui met très en avant l'individu ou les individus, avec du coup, puisqu'on s'interroge en termes d'utilité sociale, avec du coup une interrogation sur la dimension collective. Alors on sent qu'elle est présente soit par l'intermédiaire des organismes qui supportent et qui accompagnent, mais dans tout ce qu'on a entendu, je trouvais effectivement que la dimension collective était assez faible, qu'elle n'était pas très bien explicitée. Et donc j'accueillais volontiers la proposition prospective de Jean-Pierre en disant et si on renforçait la dimension collective de cette affaire. Et je pense qu'il y a là effectivement quelque chose qui a besoin d'être fait pour que le terme de social trouve toute sa densité. Qui d'entre eux, Stéphanie, Rizet, Louise Avon, Stéphanie, puisque vous avez le micro. Voilà. C'est plus des réactions en fait. Tout à fait. La première réaction que j'ai eue, c'est un sentiment. Moi, j'avais la représentation, peut-être un petit peu fausse, mais que quand même le volontariat à l'international était quand même relativement professionnalisé. Si on regarde du côté du service civique, on voit que c'est quand même des jeunes qui sont plus diplômés que les autres qui partent en service civique, que le VSI est aussi une expérience qui concerne des jeunes qui ont déjà souvent une expérience internationale et qui se destinent à travailler dans l'international après, et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout apparu en fait là dans les présentations. Alors est-ce que c'est parce que justement on cherche à sortir de ça, à rendre plus démocratique cette pratique de volontariat? Je ne sais pas, mais enfin j'ai été étonnée par cette absence en fait. Voilà ma première réaction. Et le deuxième point, c'était un écho avec quelque chose qu'on remarque du côté du bénévolat
plus généralement dans le monde associatif, et qui est une sorte... il y a beaucoup de formations en ce moment sur l'accueil au public, aux usagers, aux bénéficiaires. Et donc des formations qui sont faites par des professionnels souvent, et qui sont des formations qui sont vécues par les bénévoles ou les personnes engagées comme des formes d'uniformisation, de standardisation de la relation. Et ça faisait pas mal écho à ce qui était dit autour de la question du lien, de l'humain, etc. Et le fait que le monde associatif se professionnalise, comme je reviens là-dessus, fait qu'il faut une continuité de l'action, que le service rendu doit être à peu près toujours le même. Et du coup, il y a beaucoup de formations comme ça qui sont développées, qui sont mises en œuvre et qui ne sont pas très bien vécues par les bénévoles, souvent. Et en même temps, de manière ambivalente, parce que la question de trouver la bonne distance, de ne pas être complètement envahi par cette relation est aussi quelque chose dont les bénévoles eux-mêmes sont conscients. Et en même temps, elles sont aussi vécues comme de l'uniformisation et de la standardisation qu'eux ne veulent pas, parce que c'est une relation qui est vécue comme toujours personnalisée, toujours individuelle, et justement résistant à l'uniformisation que produit le professionnel, en quelque sorte. Voilà, donc il me semblait qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire écho à ce qui a été dit là. S'agissant de la sous-représentation des volontaires engagés dans des études supérieures, je pense que c'était juste une invite qui vous était adressée de vous livrer à votre tour à l'exercice de prospective à travers ce cas ce profil. Voilà. Louise Avon. Oui, moi aussi, c'est simplement quelques remarques. D'abord, on est très frappé par la diversité extraordinaire donc des cas, des situations, des interviews, à travers les interviews, à travers les documents qu'on a pu lire auparavant. Et donc, c'est très difficile d'avoir une démarche normative sur la prospective dans ce cas-là. Moi, je crois profondément au corps intermédiaire, et donc je reviens sur le rôle central des organismes d'envoi de volontaires, quelle que soit leur forme. Bien sûr, il peut y avoir tout à fait des expériences individuelles qui sont très, très productives et très intéressantes, mais pourquoi ça a été un succès? Parce qu'à l'arrivée, il y avait une institution qui a accompagné. Et on sait que l'Alliance française, c'est une institution qui a du métier, qui sait faire. Donc, je reviens sur cette importance de l'organisme d'envoi. Si l'organisme d'envoi fait son travail, et j'en connais beaucoup qui le font très bien, le volontaire ne va pas dire à l'arrivée les gens chez qui j'étais n'ont rien demandé. Parce que ça fait partie du travail de l'organisme d'envoi qui définit la mission avec le partenaire à partir de la demande du partenaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir, comme l'aide au développement l'a eu, une politique où l'offre précède la demande. Il faut vraiment partir dans un esprit, je réponds à une demande exprimée. Après, j'y répondrai bien, mal, voilà, et je vais recevoir plus que je n'ai donné, d'accord, mais n'empêche que j'y vais pour quelque chose, pour une action commune. Et c'est ça où je suis tout à fait d'accord. Je regrette que le terme de coopération soit devenu quasiment banni. Il n'est plus au fronton de nos ministères. Il est revenu hier par la voix d'Antoine. Ah bon, tant mieux. Parce que c'est faire quelque chose ensemble. Et ce qu'on fait ensemble, c'est du tricotage de tissu social. C'est à l'international, c'est avant de partir, et l'association et le cadre assez souple et doit être très professionnel dans cette fabrication du social pour permettre à un individu qui n'est pas un individu mais une personne de pouvoir à la fois se transformer et transformer. Je préfère se transformer et transformer et faire ensemble que le terme d'utilité qui me paraît un peu réducteur. Alors, gardez le micro, parce que quand même, mais en répondant rapidement, sur la méthode, sur le principe de la formulation de ces interrogations, telles qu'elles l'ont été d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire avant d'entendre Joël Girard? Enfin, moi je trouve ça tout à fait intéressant. J'allais dire,
il n'y a pas des découvertes extraordinaires non plus pour tous les habitués et vieux routards que je vois dans la salle. Et même les jeunes sont tout à fait... Donc, mais j'allais dire, même ce qui va sans dire, il est toujours bon de le dire. Et surtout d'essayer d'y mettre de l'ordre et de voir est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui et surtout demain. Et personnellement, je pense qu'il est très important que peut-être plus qu'hier, on se soucie effectivement de cet impact social au retour et de cet engagement social au retour. Joël Girard. Voilà, donc c'est sûr, moi je suis assez impressionnée aussi par toute la diversité des questions de prospective qui sont posées. Il y a une façon de formuler les choses qui attire particulièrement mon attention, c'est celle qui est formulée autour du lien qui se crée entre les personnes et toute cette question autour de l'ouverture. Parce que même si effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément mesurer, on sait quand même beaucoup que c'est à travers le lien et à travers l'ouverture qu'on peut avoir les uns aux autres que la vie ensemble est possible. Très bien. Alors, j'ai vu des mains se lever. Je sais qu'Edith souhaite intervenir et ensuite au fond de la salle. Edith, alors, un micro. Non, je vais juste intervenir sur une chose qui d'ailleurs a été évoquée d'abord par Céline et puis illustrée par Jean-Pierre et reprise par Madame. C'est bien de vouloir se faire plaisir et d'être utile. Elle a eu des mots qui étaient très concrets et c'était très bien. Ce n'est pas suffisant pour faire de l'utilité sociale, de mon point de vue. Pour faire de l'utilité sociale, il faut effectivement être capable, au-delà de l'interpersonnel, au-delà du couple qui peut partir ensemble, de partager avec un plus grand nombre. Et c'est donc marqué pour moi le caractère central de la dernière question de Jean-Pierre, c'est-à-dire de l'articulation de l'individuel et du collectif. Alors, vous avez donné des idées, faire réseau, partir avec des groupes de jeunes. Moi, je voudrais beaucoup insister, et on a parlé des rôles des acteurs intermédiaires et des organismes d'envoi. J'aimerais que les organismes d'envoi ils soient aussi des organismes de retour et qui s'intéressent autant au retour et à la diffusion qu'à la mission, etc. Et ce que je veux dire, je crois qu'il y a un enjeu considérable de travail et de recherche parce que ces savoirs, ces expériences individuelles qui sont acquises au cours d'engagements volontaires, ce n'est pas parce qu'ils reposent sur une expérience humaine qu'ils ne sont pas transmissibles, qu'ils ne sont pas capitalisables, qu'ils ne sont pas porteurs de concepts et de formations. Et je pense qu'il y a là un travail, ce n'est pas parce que ce n'est pas technique qu'on ne peut pas les transmettre. Donc je crois qu'il y a un effort de partage, de transmission, dont les personnes qui les ont envoyées et l'ensemble de la société peut être responsable, et pas seulement pour envoyer de nouveaux volontaires, pour que ceux qui ne partent pas, que pour que la société en soit très largement bénéficiaire de cette expérience qui ne peut pas rester, se faire plaisir et être utile. Très bien. Au fond. Ça, c'est de la solidarité, ça. Merci. Oui, moi je voulais revenir un petit peu effectivement sur cette question gestion du retour et comment on peut, dans nos dispositifs d'accompagnement de retour, mieux participer à développer une utilité sociale, et notamment une capacité à aider à transmettre, aider à un réinvestissement, notamment je parle plutôt des jeunes, puisque moi je le regarde avec le prisme d'Ingénieurs sans frontières. J'avais 2 remarques par rapport à ça. Au regard de nous des difficultés qu'on rencontre, hein, donc, et notamment dans ce passage assez compliqué qui a été soulevé, étudiant, vie professionnelle. Ce qu'on remarque finalement, on aurait souhaité, puisqu'on a beaucoup de jeunes de notre mouvement qui va s'investir pendant 5 ans, 3 ans dans l'association, qui va développer des compétences, qui vont pour certains partir effectivement en mission. Comment ils vont intégrer, pouvoir réinvestir tout ça dans leur milieu professionnel. On se rend compte que finalement, c'est pas fait ou pas possible parce que c'est compliqué et qu'ils reviennent à Ingénieurs sans frontières pour pouvoir, des fois sous couvert, même parfois en étant anonymes, parce qu'au niveau de leur profession, c'est compliqué.
ils se réinvestissent finalement dans l'association pour discuter des pratiques de leur métier. Mais l'espace professionnel ou l'entreprise en tant que telle, alors qu'ils sont en phase de construction d'une carrière, est compliqué à investir et à faire bouger. Alors qu'on a bien vu hier que l'évolution des pratiques des entreprises est quelque chose d'important par rapport à l'enjeu du désordre mondial ou ce genre de choses. Donc finalement, comment nos organisations, dans cette mission d'aide à la transformation, à la valorisation, peut ou pas accompagner ces jeunes dans les espaces professionnels. En tout cas, nous, on n'y arrive pas et ils ressortent de leurs espaces professionnels pour s'investir dans l'associatif au niveau d'Ingénieurs sans frontières pour y arriver, quoi, et porter des critiques ou des réflexions. L'autre question, elle a été un peu soulevée aussi par le mouvement associatif, c'est, donc là, on a une réflexion avec les réseaux étudiants et développement, Starting Block. Idem, il y a beaucoup de jeunes qui passent par ces réseaux-là, qui se forment, qui sont des militants, et on ne les retrouve pas dans notre milieu des acteurs de la solidarité internationale. Donc on n'arrive pas aussi finalement alors elle est peut-être de notre responsabilité, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à accompagner et créer les passerelles qui permettent à nos membres à un moment donné de se réinvestir dans les espaces associatifs existants, proches ou plus loin, ou, autre question, ces espaces associatifs ne sont pas adaptés par rapport à ce type de public. Et donc ça nous renvoie aussi à toutes nos organisations. Quand on regarde nos organes de gouvernance, nos modes de fonctionnement, ou les missions qu'on propose, est-ce que ces espaces sont adaptés à ce public qu'on doit arriver à captiver dans cette période peut-être début de vie professionnelle qui me semble assez importante pour pouvoir agir sur la société. Peut-être que finalement c'est plutôt les gens à la fin de leur vie professionnelle qui reviennent se réinvestir ces espaces-là. Voilà. Joli lapsus, un public à captiver, ou plutôt à capter, mais peut-être que c'est les deux. C'est ce que ces questions... Oui, Pierre? Oui, là. Merci. Oui, moi j'ai interviewé une personne qui était ingénieure dans une structure, dans une entreprise, et dans cette entreprise, il y avait une fondation. Et donc, elle avait un espace normalement pour partir sur 15 jours, 3 semaines. Ce qu'elle a fait, c'est que par ténacité, par un engagement et beaucoup d'énergie, elle a réussi à transformer ce qui se faisait sur 3 semaines en 3 mois. Et elle est partie sur 3 mois. Et maintenant, donc, il existe une possibilité pour les salariés de cette entreprise d'ingénierie dans l'eau de partir 3 mois. Alors, je dirais que la première phase, ça pourrait être une réponse, c'est-à-dire qu'un jeune qui est parti avec vous, quand il travaille dans une entreprise, il pourrait proposer, communiquer à son entreprise son expérience et proposer que l'entreprise fasse un espace de fondation pour les salariés. Et il y a un retour qui est très intéressant au niveau de l'entreprise pour des salariés qui ont vécu une mission à l'étranger, parce que ça ouvre et on retrouve tous les bénéfices qu'on a cités précédemment. Excusez-moi, Pierre, est-ce qu'on prend la question? Juste une mise au point. Mais Pierre, quand vous dites ça, vous pensez au mécénat de compétences ou je fais erreur? Non. C'est bien ça. C'est une entreprise d'ingénierie dans l'eau qui, parce qu'elle est dans l'eau et que c'est une thématique mondiale, elle a créé une fondation à l'intérieur de la structure de l'entreprise. Mais je dirais l'expérience de cette volontaire a fait pousser les limites, les lignes, comme on le dit, pour développer un volontariat de 3 semaines en 3 mois. Et donc ça pourrait être, si vous voulez, un ingénieur qui a fait une mission et qui est embauché dans une entreprise, il peut vraiment la valoriser. Dire qu'il a vécu des choses dans cette mission et créer des fondations dans les entreprises. Et la valoriser. Là, c'est une belle transition avec ce qui va suivre tout à l'heure, mais auparavant, 2 questions. Oui, Sébastien Radisson, les Scouts et Guides de France. Non, juste 2 remarques. La question du retour est beaucoup revenue et je m'inscris totalement dans cette réflexion. Très intéressant de voir ce qui peut être fait au retour. J'ai l'impression que, en tout cas dans le mouvement scout, on a déjà commencé un petit peu à travailler la question et qu'on le fait beaucoup au départ. Là, on déconnecte beaucoup le fait de préparer au départ et puis après, qu'est-ce qu'on fait pour le retour.
on essaye dès la préparation au départ de faire un gros travail avec les volontaires sur l'importance de leur retour, sur le fait que la mission ne s'arrête pas au moment où l'avion s'arrête, enfin où l'avion atterrit, et qu'ils ont vraiment un rôle à jouer dans la société une fois qu'ils sont revenus. Et cette sensibilisation dès le départ, on essaye de la mettre en valeur dans l'accompagnement qu'on met en place. Alors voilà, vous parlez de l'accompagnement du jeune par le jeune, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en place. Ce sont beaucoup des bénévoles qui suivent les volontaires, autant qu'on le peut et que c'est pertinent. Mais du coup, tout au long de l'accompagnement qui est fait par les bénévoles, des volontaires, j'aime pas le mot terrain, mais en tout cas là-bas, il y a un rappel du rôle à jouer au retour, il y a un rappel de la valorisation communication et de la valorisation compétences qui peut être fait. Et du coup, juste pour parler de ça, on a développé un outil qui s'appelle Valorise-toi, qui est plutôt pour les responsables du mouvement en France, mais qui peut aussi être développé pour les volontaires, où voilà, on a des petits exemples de qu'est-ce que tu as fait en tant que volontaire, qu'est-ce que tu as fait en tant que chef, puisqu'on parle de chef dans le mouvement scout, qu'est-ce que tu as fait et comment ça, tu peux le traduire en compétences et comment ça, en entretien face à un employeur, tu pourras le valoriser. Et ça, voilà, c'est un outil qui est disponible sur le site des Scouts et Guides de France, qui s'appelle Valorise-toi. Vous répondez par oui ou par non et vous passez le micro à Bernard Dumont qui souhaite intervenir. Mais c'est quelque chose que vous avez mis en place au terme d'une démarche prospective ou ça se fait naturellement sous le coup de la nécessité? Je parle sous la... Enfin, il y a beaucoup de témoins qui l'ont vécu. Ça fait très très longtemps que les Scouts et Guides de France envoient des volontaires. Et du coup, ça s'est fait petit à petit. Voilà, très bien. Bernard Dumont, merci. Oui. Bon, Louis Avon l'a dit. Pour nous, il n'y a pas beaucoup de sujets nouveaux. Mais il faut quand même reconnaître que sur tous ces sujets, on a avancé grâce au travail de préparation que vous avez fait. Ça, c'est remarquable. Il n'en reste pas moins qu'il y a un aspect que je n'ai pas entendu évoquer, qui est dans la droite ligne des premiers propos de Marc Lévy. Le partenariat, on travaille ensemble. Il n'y a pas de nord, il n'y a plus de nord et de sud. Mais le simple fait de l'existence du volontariat induit chez le Sud, qu'il faut quand même continuer à appeler comme ça, un modèle de développement, un attachement à des comportements et à des valeurs qui faussent le jeu, qui mettent en arrière-plan de tout ce qui se fait notre modèle de développement dont on sait qu'il nous mène dans le mur par la consommation excessive des ressources de la Terre. Alors, comment faire pour que ce que l'on ramène d'un travail, d'un séjour, puisse se libérer de ce modèle qu'on impose? Car nous, l'investissement social, nous en avons besoin d'idées pour ne pas s'enfermer dans notre modèle de développement. Et ne peut-on les trouver, et comment? Ne peut-on les trouver dans ce partenariat, dans ce travail en commun? Alors naturellement, et comment? Il y a beaucoup de moyens, mais il y en a au moins un, c'est de parler la langue de ceux avec qui on travaille et de ne pas leur imposer la nôtre.